On est ensemble avec vous pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Patricia Balme, bonjour, présidente fondatrice de PBcom International, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie, vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes, titre qui est bien d'actualité aujourd'hui. On pourra en reparler avec vous. Vous vous intéressez plus particulièrement aux jeunes dans ce livre-là. Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine, et vous avez publié un livre formidable que je conseille à tout le monde, Un animal pour les gouverner tous. C'est paru chez Arquet Éditions. Vous étiez venu nous en parler et vraiment c'est un livre qui n'a jamais été fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Frédéric. Et je vais vous laisser le raconter. Mais très brièvement, c'est un livre qui montre comment les hommes politiques utilisent les animaux pour manipuler les masses. Alors soit pour nous séduire, soit pour montrer leur pouvoir. Ça fourmille d'anecdotes. Bon, je vais pas faire mon promo. Non, il y a plein d'anecdotes. Et puis les dictateurs qui avaient un point commun, qui avaient des os. Pratiquement tous avaient des os et qui paradaient en cheval. Absolument, oui. Très notamment, je sais que Giscard d'Estaing avait été le premier à aller à 30 millions d'amis, et il avait fait une émission spéciale, et Mitterrand avait été forcé, je crois, de faire une émission un peu équivalente. 2 jours après, il était venu avec Cézanne. Après, voilà. Et David Carcero, bonjour. Vous êtes député Modem du Val d'Oise. Merci d'être avec nous. Xavier Bertrand a dit oui. Je reprends la phrase de notre ami Gilles Gansman juste avant dans le zapping. Je vais vous faire écouter le oui de Xavier Bertrand, qui tout le temps dit non. Il participera au congrès LR. Emmanuel Macron en campagne, France 2030, l'église dans l'œil du cyclone, et puis la précarité énergétique. C'est une étude qui est parue ce matin, et une grande partie des Français affirment qu'ils baisseront le chauffage pour économiser sur leurs factures. Commençons avec vos coups de cœur qui me réjouissent ce matin. Frédéric ? Oui, c'est un coup de cœur, non pas de sondeur, mais de fan, de Jean-Jacques Goldman, qui a fêté hier ses 70 ans. Tout le monde connaît Jean-Jacques Goldman, il fait partie de nos vies. Alors, ce qui est absolument incroyable, vous savez, chaque année, on publie avec le JDD le top 50 des personnalités préférées. Des Français. Il est en tête depuis des années. Il aurait pu être en tête depuis en gros 20 ans, parce qu'il avait demandé en 2004 à être retiré de ce classement, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement modeste. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est en tête, il arrive premier dans toutes les catégories, alors qu'il n'a pas sorti d'album depuis 20 ans. Il a quitté les Restos du Cœur en 2008 ou 2009. Il a une non-actualité. Il y a des livres qui sont faits sur lui. Un livre de mon ami Fabien Lecoeuvre, mais il a refusé de parler. Et c'est vrai que les Français sont sur le chanteur, mais sont aussi sur l'homme. C'est-à-dire l'authenticité, la modestie, les valeurs, et puis son histoire, demi-frère de Pierre Goldman, assassiné à Paris, ses chansons qui rappellent toute une série d'événements que sa famille a pu connaître. Voilà, c'est quelqu'un qui marque les Français, et je dirais que depuis la mort de Coluche, c'est peut-être du côté des artistes, c'est une des dernières icônes. Votre chanson moi, c'est Je te donne. Ça aussi, c'est la celle qui l'a fait connaître après Au bout de mes rêves. Alors chacun, vous avez tous une chanson peut-être préférée. C'est pas votre génération? Non, c'est pas ma génération, mais quand même, je dirais que c'est Néant 17 à Heidenstadt. J'aime bien aussi. Patricia? Les chansons qu'il a écrites pour Céline Dion. Sont aussi exceptionnelles. Oui, c'est vrai. Il a écrit beaucoup pour les autres aussi. Il écrit toujours pour Patrick Fiori. Et vous avez Encore un matin. Encore un matin. Moi, j'aimais bien Comme toi. C'est une chanson magnifique. Voilà. Écoutez, on commence en chanson. Patricia, c'est également un coup de cœur qui est en dehors de l'actualité et de la politique. C'est un coup de cœur pour un documentaire que j'ai vu hier soir d'Isabelle Clarke et de Daniel Costel, Apocalypse, une nouvelle édition de ce merveilleux Apocalypse. C'est un travail remarquable, d'une part parce que ils colorisent les images, ils mettent du son, donc on a l'impression de voir un film d'histoire, et ça m'a inspiré une chose. Je pense que dans les écoles, on devrait diffuser des films, des documentaires comme ça. D'abord, ça donnerait le goût de l'histoire, une vraie vision de l'histoire non tronquée, parce que ce sont des images réelles, des images d'archives, et bravo, parce que toute une équipe, moi, quand j'ai vu le générique et le nombre de personnes qui ont participé à Apocalypse, c'est un travail. C'était sur quelle période historique? C'était l'affrontement à l'ouest d'Hitler, et c'était une nouvelle édition de cette géniale émission de documentaire. Écoutez, on va le regarder en replay pour ceux qui ne l'ont pas vu. David Corcero.
Moi, mon coup de cœur, c'est une loi qui va dans le bon sens, qui a été enfin décrétée hier. C'est une loi qui a été votée en 2020 et qui va être rentrée en application à partir du 1er janvier 2022, qui met la fin des plastiques et surtout des emballages des fruits et des légumes dans les supermarchés. Ouais. C'est quand même... on était très en retard en France, c'est une très bonne chose. Et surtout, ça va donner du vrac partout. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir à l'unité. Et surtout, c'est la fin du plastique réel. Enfin, ça existait déjà. Le vrac existe. Après, c'est vrai qu'il y avait cette image aberrante qu'on voit sur les réseaux depuis quelque temps, des bananes épluchées sous vide. Ou des poivrons, trois poivrons de couleur. Mais le vrac, c'est entre 1 à 3% dans les rayons des supermarchés. Ouais. Ça va obliger les supermarchés à mettre plus de vrac. Et automatiquement, ça va obliger les consommateurs à pouvoir choisir ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est-à-dire 1 ou 2 poivrons, mais pas 3. Et surtout, ça va supprimer tous ces emballages inutiles en carton ou en plastique. Mais je comprends pas parce que ça coûte plus cher, a priori, quand il y a un emballage. Et non, parce que les supermarchés gagnent plus d'argent parce qu'ils font dégrouper. Ils font dégrouper avec l'emballage et donc automatiquement c'est pas la même chose. C'est qu'une question de marge comme tout, mais surtout que c'est une question d'écologie aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que vous avez bien vu ce qui s'est passé dernièrement à Marseille avec tout ce qui est tombé dans la mer, tous ces détritus. Voilà, c'est une bonne loi. Maintenant, il faut surtout qu'elle soit appliquée et c'est le cas. Pour moi, je m'en réjouis. Oui. Lucas. Moi, j'avais cassé l'ambiance. C'est plutôt un coup de gueule, mais c'est un coup de gueule à propos d'un phénomène qui en fait est tellement ridicule qu'il en est risible. C'est le rapport de la France insoumise au sondage. Il vous a pas échappé que depuis plusieurs mois, on a plein de sondages sur le premier tour de la présidentielle, et pratiquement tous les sondages placent Jean-Luc Mélenchon en mauvaise posture. Ce qui est très rigolo, c'est que dès que ces sondages sont publiés, il y a des éléments de langage, donc avec les responsables insoumis, qui inondent les médias et les réseaux sociaux, avec un argument phare. En fait, Jean-Luc Mélenchon est très bien, c'est les sondages qui sont mauvais. Alors, quelque part, on peut comprendre ces attaques, parce qu'effectivement, Frédéric, vous qui êtes sondeur, vous n'allez peut-être pas être forcément d'accord, mais il y a certains biais dans ces sondages qui sont totalement recevables. On fait voter que les personnes qui sont sûres de voter, on ne connaît pas tous les... On pourra faire réagir Frédéric, on ne connaît pas tous les candidats, la campagne se cristallise dans les derniers mois, et là on n'est pas encore dans les derniers mois. Il y a des marges d'erreur qui peuvent être assez importantes quand on est dans certaines catégories. Bref, c'est recevable. Mais ce qui est totalement faux cul et risible, c'est que de temps en temps, les sondages sont moins mauvais. Ils sont pas top, mais ils sont moins mauvais pour Jean-Luc Mélenchon. Et là, l'élément de langage, c'est de chanter les louanges des sondages en disant... Vous voyez, Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé à gauche. Jadot, Hidalgo, désistez-vous, mettez-vous derrière lui. Et les réseaux sociaux sont inondés de hashtags Mélenchon deuxième tour, Mélenchon président. Ouais. Donc, il n'y a peut-être pas que non plus. Frédéric. Oui, ils sont quand même en pointe. C'est les premiers. Ouais. Alors, on va y revenir dans un instant. Et puis, si vous avez des questions pour Frédéric Dabi, profitez-en. Mais il y a une question qui revenait depuis le début de la semaine. C'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne bouge jamais dans les sondages, quels que soient les sondages. On va y revenir dans un instant. Et on est ensemble sur Sud Radio comme tous les matins entre 11h et midi pour commenter l'actualité avec David Corcero, député Modem du Val d'Oise, Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine, et vous venez de publier Un animal pour les gouverner tous chez Arquet Éditions. Je le répète parce que j'ai adoré votre livre. Lisez-le, c'est la façon dont les gouvernants, nos politiques se servent des animaux pour amadouer leur électorat avec énormément d'anecdotes. Vous avez fait une enquête remarquable. Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International, vous êtes communicante, et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes. Xavier Bertrand participera finalement donc au congrès LR. France 2030, Emmanuel Macron est-il en campagne avec l'argent des Français? C'est la question qu'on peut se poser. Il appelle à réindustrialiser la France pour redevenir une grande nation d'innovation. C'est ce qu'il vient d'annoncer. Et puis, on pourra parler de l'Église également. Alors, Frédéric Dabi, vous vouliez répondre à ce que disait dans son coup de gueule Lucas Jakubowicz, à savoir la France insoumise, qui est un peu schizophrène avec les sondages. Moi, j'ai parlé dans le monde d'un parti qui a une maturité assez relative vis-à-vis des sondages. C'est vrai que on les voit brandir des sondages qui leur sont favorables. Un institut les a mis à 13, puis à 11%. Les sondages étaient absolument parfaits. Et dès qu'un sondage, d'ailleurs, tous les autres sondages ne sont pas bons, notamment ceux de l'IFOP, il y a une délégitimation. Alors, ce que vous dites, Lucas, est juste sur le fait qu'on ne connaît pas l'offre électorale, mais c'est pour ça qu'avec l'IFOP, Sud Radio ou LCI, on teste parfois jusqu'à 10 hypothèses de premier tour. Et il y a par contre une fake news que relaye la France insoumise, qui commence à prendre
prendre alors que c'est faux, c'est dire que nous interrogeons que les électeurs certains. C'est bien sûr faux. Tous les électeurs sont en fait interrogés. Tous sont pris en compte, sauf ceux qui n'expriment pas une intention de vote. Mais c'est vrai qu'on va plus regarder les certains d'aller voter. Mais on ne regarde pas seulement les certains d'aller voter. Parce que c'est ce qui a été dit sur le sondage Harris Interactive. Alors c'est un concurrent à vous, mais c'est ce qui a été dit, c'est qu'on avait interrogé dans ce fameux sondage où Éric Zemmour est à 16, qu'on a interrogé que les personnes qui étaient sûres et certaines d'aller voter. Je ne crois pas. C'est possible ou pas ? Non, je ne pense pas. Je sais qu'il y a un institut qui regarde surtout les gens qui se placent sur une note 10 dans une intention d'aller voter, une échelle de participation. Non, mais voilà. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que voilà, c'est ce rapport très singulier qu'a la France Insoumise au sondage. Ils ont écrit des lettres à la commission. Ils sont sur une logique de forte délégitimation des enquêtes, sauf bien sûr celles qui leur sont favorables. Au mois de juin, dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, on a donné un Jean-Luc Mélenchon à moins 10 points. Le mois suivant, on a donné plus 5 points. Et bien sûr, ils ont brandi le plus 5 points sur les réseaux sociaux. Moi, je voudrais juste poser une petite question. Quelle est la différence entre les sondages quantitatifs et qualitatifs sur la France Insoumise ? Alors, ça n'a rien à voir. Un quantitatif, c'est bien sûr une mesure. Un qualitatif, c'est par exemple réunir des gens dans une salle et les faire travailler sur l'image de Jean-Luc Mélenchon. Mais des sondages quantitatifs qui travaillent sur des dimensions un peu plus qualitatives, sur des traits d'image, notamment ceux qu'on a fait pour Sud Radio, ont montré une vraie dislocation, pour ne pas dire une destruction de l'image de Jean-Luc Mélenchon depuis la fameuse perquisition. C'est tout simplement, on publiera ce soir le baromètre IFOP fiducial de Match des 50 personnalités. Il reste, je donne un petit élément, il reste la deuxième personnalité la plus rejetée, la moins populaire auprès des Français, après derrière Marine Le Pen. Hidalgo. Non, derrière Marine Le Pen. Dommage. N'oubliez pas Marine Le Pen. Et vous avez sondé Éric Zemmour ? Dans cette enquête, non, mais non, ça va venir. Pas dans celle-ci. Sylvie nous dit des sondages tous les 2 jours. Quelle crédibilité ? Alors, Est-ce qu'il y a trop de sondages ? Alors, il y a trop plutôt d'interprétations erronées et de frénésie autour des sondages. Moi, j'ai été extrêmement choqué de ce fameux sondage qui mettait pour la première fois Éric Zemmour au deuxième tour. Il y a eu un emballement jamais vu. Pour moi, l'interprétation, c'était de dire que Éric Zemmour, Xavier Bertrand, Marine Le Pen étaient dans la marge d'erreur et il y avait une vraie incertitude sur une éventuelle qualification. C'est ce qu'on a montré hier dans le sondage de Sud Radio. On vous fera une émission sur les sondages parce qu'il y a beaucoup de réactions. On en a assez des sondages qui fabriquent les élections et qui manipulent. On sait à qui appartient l'IFOP. Alors, on vous écoute, peut-être monsieur. Il y a cette rumeur. Je crois que alors, c'est formidable. La rumeur, c'est sur le alors, ce qui est absolument formidable, c'est que, je le dis, cette fake news, c'est-à-dire que le gendre d'Emmanuel Macron a travaillé dans le passé chez Kantar, dans un département marketing. C'est pas l'IFOP. Kantar, c'est un concurrent. C'est le nouveau nom de l'Institut Sofres que tout le monde connaît. Et ce qui est terrible, c'est que cette fake news, le président de l'IFOP s'appelle Stéphane Truchy et pas monsieur Ozière, monsieur je ne sais pas qui. Ce qui est terrible, c'est qu'un candidat à la présidentielle, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, dans son blog du 2 octobre, qui s'appelle « Les vrais chiffres du sondage », a dit « Je ne m'intéresse pas au fait que le directeur des études politiques de l'IFOP, en l'occurrence votre serviteur, a des liens de parenté avec Emmanuel Macron. » Ça va, voilà jusqu'où va le fantasme sur les sondages. Bon, voilà, on a réagi. Comment effectivement, les sondages, on les prend quand ça nous intéresse, ce que font les politiques, et quand ils leur sont défavorables, c'est lui qui l'a très bien montré, tout à fait. Ouais. Oui, mais il y a un rapport passionné qui manque parfois de maturité. C'est aussi, à chaque élection présidentielle, un folklore de taper sur les sondages. Alors, vous êtes trompé aussi, il y a eu pour les régionales en particulier. On en a déjà parlé, ça sera l'objet peut-être. Il y a eu un souci sur la participation qui a été un peu sous-estimée et la sur-abstention qui a touché le Front National, le Rassemblement National, mais toujours, je dis toujours, ne donnons pas une place hypertrophiée au sondage, prenons-le pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un pronostic, ce n'est pas une prédiction, une prophétie, c'est simplement une information sur un rapport de force électorale. On va en parler avec Xavier Bertrand, mais qui évidemment influe sur... on va en parler. Juste, moi, je voulais faire un coup de gueule sur cet humoriste pas drôle, enfin, je ne sais même pas s'il mérite le titre d'humoriste, Gaëtan Matisse, je voulais même pratiquement pas en parler, qui a fait une blague débile, enfin c'est pas débile, le mot de débile est trop gentil, le mot blague est erroné, oui. Ça doit faire rire, ça ne fait pas rire. C'est-à-dire que je me suis interrogée en me disant, moi j'ai toujours défendu Charlie Hebdo, sauf que autant sa blague qui était dégueulasse aussi sur
qui peut ne pas faire rire sur le déguisement Samuel Paty, ça peut être du Charlie Hebdo. Là, de dire je vais mettre Éric Zemmour dans une pièce, je vais revenir 5 ans en arrière, revenir 5 ans en arrière et mettre Éric Zemmour avec ses supporters au Bataclan, c'est très mauvais goût. C'est au-delà du mauvais goût. Et alors hier, il était chez Cyril Hanouna et ils disent non, je ne regrette pas cette blague. On y met des guillemets. Ce que je regrette, c'est de ne plus être au point virgule. Il raconte comment il est harcelé, menacé de mort. Et ce matin, Fathia Agag-Boudjela dit ça lui montre ce qu'a vécu Mila, contre qui là aussi il a eu des propos totalement abjects. Qui sème le vent, récolte le tempo. Je pense que c'est exactement ce qu'on pourrait dire. La vraie difficulté, c'est que c'est pas son premier acte. Non, c'est ça. Il a déjà eu un premier acte déplacé. Je rappelle que l'apologie du terrorisme, c'est condamné, c'est 5 ans de prison. Et là, c'est encore plus grave. La vraie question, c'est quel est son intérêt de faire ça, puisqu'il se répète. Et la question aussi, c'est de savoir est-ce qu'il faut en parler, et est-ce qu'il faut parler de lui, et est-ce qu'il faut l'inviter sur des plateaux télé. Voilà. Oui, non, mais vous avez raison. Juste une petite chose, pour moi, la comparaison avec Mila, elle est totalement erronée. L'humoriste en question, Gauthier Matisse, il a eu 2 spectacles annulés. Il va pouvoir reprendre sa vie normale une fois que le buzz... les menaces de mort. Je suis pas sûr qu'il reprenne. Moi, je pense que sa carrière est foutue. Je pense pas, mais c'est des menaces qui, dans le pire des cas, vont durer une semaine. Mila, à vie, elle va devoir être murée chez elle, pas pouvoir voir ses amis, pas pouvoir travailler, pas pouvoir avoir une scolarité normale. C'est totalement différent, c'est incomparable. Moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est sa petite personne, et il pense pas aux techniciens. Il pense pas aux techniciens qui sont privés de 2 shows. Il pense pas aux recettes. Voilà, exactement. C'est sa petite personne une nouvelle fois. Donc ça montre bien l'individu, ça montre bien la manière dont il a l'intérêt de prendre certains propos et certains faits. Et moi, je veux juste dire qu'il y a des totems qui sont sacrés. Et ce qui peut se passer au Bataclan, ce qui a pu se passer. Surtout qu'aujourd'hui, on vit le procès. Donc le propos est encore plus déplacé actuellement. Oui, absolument. Bon, vous avez raison. Est-ce qu'on devrait en parler ou pas? Mais ça m'a énervé. Donc quand j'ai des énervements, je vous le dis. Xavier Bertrand, donc c'était hier soir aux 20h de TF1. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Allez-vous passer par le congrès de LR, qui aura lieu, on le rappelle, le 4 décembre prochain? Est-ce que vous allez vous soumettre au vote des militants? Oui, je participerai à ce congrès parce que les Républicains ont écarté la primaire. J'avais dit mon opposition à la primaire, qui était source de division. Les militants, les adhérents, ont entendu ce message. Christian Jacob leur a donné la parole et ils ont clairement écarté cette primaire et je les en remercie. Voilà, à signaler donc que le 20h de TF1 est très haut, mais cette performance, je puis lire quelque part, n'est pas liée à l'interview de Xavier Bertrand qui a fait baisser l'audience durant ces 5 minutes d'interview entre 20h13 et 20h18. 4 minutes exactement. Absolument. Patricia, vous avez été étonnée parce qu'il était effectivement pris entre deux. Il avait une décision à prendre, c'est-à-dire continuer à tourner le dos au LR et partir tout seul ou se rallier. J'ai été étonnée de plusieurs choses, mais je voudrais quand même poser une question et j'aimerais bien que l'on m'explique la différence entre le congrès et la primaire. Ça, si Xavier Bertrand a joué sur les mots, il a réussi. Il y a une vraie différence quand même. Oui, c'est Christian Jacob qui a parlé de congrès. Moi, je trouve qu'il a... C'est bonnet blanc et blanc bonnet, cette histoire. Quand même pas, Patricia. Je trouve qu'il a quand même réussi à garder une certaine cohérence, puisque depuis le début, il a essayé de faire passer le message. La primaire est un moment d'affrontement et ça crée des déchirures irréparables. D'ailleurs, dans l'enquête que l'IFOP a réalisée pour les Républicains, où on a interrogé 15 000 personnes de droite, sympathisants de droite ou se positionnant à droite sur un axe gauche-droite, c'était une perception tout à fait partagée par 3/4 des gens. La première image d'une primaire, c'était la division, même si... Entre aujourd'hui, pardon de t'interrompre, mais entre aujourd'hui et le congrès, il va quand même y avoir des divisions et des affrontements. Je suis d'accord qu'il y aura peut-être des débats, mais entre les militants, mais pas entre les candidats. On n'est pas du tout sur le même corps électoral. Ils vont s'envoyer quand même des petits tacles. Patricia, on n'est pas sur le même corps électoral. En 2016, on avait 4,5 millions de personnes. Là, on était à 80 000. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en à peine 10 jours, on est passé de 80 000 à 87 000. Il va y avoir une course
de la part des proches de Bertrand, Pécresse, Barnier, Ciotti et Juvin, s'il est candidat, pour faire adhérer le plus de monde possible. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la même logique. Par contre, et là je vous rejoins, c'est vrai également qu'il va y avoir des logiques de distinction des uns par rapport aux autres pour séduire les adhérents. Barnier va jouer la fidélité, je suis resté fidèle et je suis resté dans la vieille maison, alors que Bertrand et peut-être Valérie Pécresse vont jouer sur je suis la mieux placée pour faire gagner la droite et éviter un deuxième 21 avril. Moi, je voudrais juste terminer ce que j'avais commencé à dire, c'est qu'en fait, Xavier Bertrand, qui évidemment refusait la primaire, qui accepte le congrès... Mais le congrès, ce sont les militants. La différence de la primaire, c'est ça. La primaire, non, mais entre primaire ouverte et primaire fermée. Primaire fermée, ce sont aussi les militants. Congrès, donc, c'est pour ça que c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que Xavier Bertrand, qui pensait être à 18% dans les sondages, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy lui avait dit si tu as 18%, vas-y, il n'a jamais atteint les 18%. Donc il est entre Frédéric, je pense, sous ton contrôle. Nous, il est à 16. Bon, chez vous, il est à 16. Il est un peu au-dessus de Valérie Pécresse et Michel Barnier. Et en fait, il se dit qu'il peut peut-être ne pas y arriver tout seul. Il y a aussi un problème de financement. Malgré tout, il y a 8 millions d'euros en réserve chez les Républicains qui peuvent aider à la campagne électorale de celui qui sera désigné. Maintenant, je pense, et j'en termine, je pense que toute la frange Laurent Wauquiez, qui déteste Xavier Bertrand, va tout faire pour le faire perdre. Alors, on marque une pause et je vous donne la parole, David Carcero, sur ce revirement de Xavier Bertrand. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec David Carcero, Lucas Jakubowicz, Patricia Balme et Frédéric Dabi. Nous parlons donc de la décision de Xavier Bertrand de participer au congrès de LR le 4 décembre, congrès qui désignera le candidat de la droite à la présidentielle. David Carcero, bonne décision de Xavier Bertrand, est-ce qu'il avait le choix ? Alors je sais pas, en tout cas moi ce que je remarque, c'est que le roi lion des ronds de France s'est transformé en petit chaton tout de suite pour rentrer dans les convictions de cette pas de cette primaire mais de ce vote. Moi je veux dire que juste quand on veut incarner la fonction présidentielle, il faut avoir plus de conviction et moins de mollesse. Ce que je trouve intéressant dans ce qui va se passer, je le dis comme je le pense, c'est que les candidats qui ont craché dans la soupe du parti des LR, c'est ceux qui vont demander à ceux qui n'ont jamais mis 1 euro dans la caisse de les aider à financer leur campagne. Donc en fin de compte, c'est encore une nouvelle fois un bon casse pour ceux qui seront candidats. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'au sein des LR, on oublie que les LR et les adhérents LR, ils aiment la fidélité, la loyauté, et qu'aujourd'hui les rancœurs d'avant sont toujours là. Vous savez, moi je pense que l'histoire de François Fillon amène la situation que nous avons aujourd'hui. C'est pour moi le constat où, à ce moment-là, ils n'ont pas su débrancher le banc candidat et qu'il y a toujours cette session qui est toujours là et qui pose aujourd'hui une vraie problématique. Quand on a une Valérie Pécresse qui quitte le mouvement, un Xavier Bertrand qui crache dans la soupe régulièrement et aujourd'hui qui est obligé de revenir, moi je pense que la décision des adhérents va être terrible. Elle va faire encore plus de mal. J'ajouterais juste une petite chose. C'était très intéressant de voir les images et de le voir en plein écran hier soir. On sentait qu'il n'avait pas le choix et dans sa posture, et il avait une certaine forme de tristesse quand il l'a annoncé. C'était un oui qui était un oui contrarié. Mais justement, c'est là où ça devient intéressant. J'ai trouvé, moi. J'ai pas cette impression-là. J'ai pas ressenti comme ça non plus. Moi, franchement, j'attends ce que vous dites. Lucas Non, moi, ce que je veux dire, c'est finalement, quelque part, le candidat, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important chez LR, c'est les idées. Et le problème, c'est que quel que soit le candidat, que ce soit Barnier, que ce soit Pécresse, que ce soit Bertrand, il va être coincé, en fait. Il est encore plus dur que nous. Non, mais réaliste, c'est qu'en fait, comment il va mener campagne ? Soit il va devoir aller concurrencer Zemmour s'il se présente, ou Marine Le Pen, donc en étant un peu sur la droite identitaire. Et dans ce cas-là, il va perdre tous les centristes qui restent encore et qui retourneront chez Macron. Soit il va essayer de prendre les voix des déçus de la Macronie de droite, mais dans ce cas-là, il va perdre toute l'aile droite. Et d'autant plus que comment prendre les voix des macronistes de droite ? Macron va dire, bah oui, mais nous, on a supprimé l'ISF, on a dissous des associations islamistes, on a augmenté le budget de l'armée. Donc peu importe le candidat, en fait, idéologiquement, il n'a pas un corpus qui lui permettra de dépasser les 15%, sachant que les 15%, c'est le dernier noyau de fidèles
qui voteront LR et qui mourront LR. Et d'ailleurs, ils sont souvent très âgés. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand je vois les dernières enquêtes de l'IFOP, alors ce ne sont côté sondage, mais au-delà du chiffre, il faut regarder la sociologie en fait électorale. Xavier Bertrand, c'est aujourd'hui celui qui rassemble le mieux l'électorat de droite traditionnel. Il est quasiment en tête chez les personnes âgées, il concurrence Macron, chez les artisans, dans les communes rurales et du côté des cadres sup et des professions libérales. C'est vrai que il est peut-être allé à Canossa, je ne reprendrai pas l'image du Roi Lion, même si j'aime beaucoup ce dessin animé, mais il a aussi pesé un point traumatique à droite, dans le peuple de droite, dans les tréfonds de la droite, c'est la division. Depuis Chavon-Chirac jusqu'à Copé-Fillon, en passant par Balladur-Chirac, etc., ça a été un véritable traumatisme. Et c'est vrai qu'un Xavier Bertrand, qui reste candidat, qui ne se soumet pas au Congrès, qui, il n'avait pas le choix. Le 4 décembre, voit face à lui une Pécresse, un Barnier, un Juvin ou un Ciotti désigné. Quel spectacle pour les électeurs de droite. Et c'était la défaite assurée. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai pari pour lui. Est-ce qu'il va devoir monter... Il y a une vraie question qui va se poser sur ce corps électoral qui, je le répète, il est imprudent de tirer des conjectures dessus. On ne le connaît pas. On a une enquête de décembre 2017 qu'avaient fait les Républicains auprès de leurs adhérents, qui étaient bien à droite, qui refusaient la primaire, qui était sur une ligne Wauquiez, mais ça date de longtemps. Maintenant, est-ce que ces adhérents vont jouer la fidélité, avantage Barnier, ou vont jouer pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sur la base des sondages, la gagne, avantage Bertrand. Alors, il faut reconnaître à Xavier Bertrand une chose, c'est qu'il fallait un certain courage pour y aller. Mais justement, il fallait continuer sur cette ligne. Et il l'a eu, en disant... il est parti en mars quand même. Non, mais c'est pas ça. Pour aller participer au Congrès, je dis. Il fallait du courage, parce que quelque part, il se dédie de ce qu'il avait dit avant. Donc, il avait dit c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Et le message « je rassemble au lieu de diviser », c'est la seule chose qui lui restait à faire. Moi, je me pose la question si le fait d'avoir vu Édouard Philippe avec Horizon ne lui a pas donné à lui une nouvelle horizon et une nouvelle idée de se dire « ah bah tiens, enfin, on me montre peut-être le bon chemin ». Désolé, l'image du Roi Lion, elle est symbolique. Quand on présente le Roi Lion en haut à toute la tribu, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'utilise ce terme depuis le début. La vraie question, moi, je pense qu'elle est là. Est-ce que l'horizon d'Édouard Philippe ne nous fait pas prévoir qu'il faut mieux être dans le parti qu'à l'extérieur? La vraie question, c'est que ça fait des mois et des mois qu'il nous explique qu'il ne veut pas et qu'aujourd'hui, il fait le contraire. La cohérence, je vais finir. La cohérence en politique, je pense que c'est un point d'orgue et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils aiment la cohérence et ils ne supportent pas quand on change d'avis. Et moi, je regrette, je regrette ce changement. Oui, mais ils peuvent aussi apprécier le fait qu'il refuse la diffusion de son clan. Voilà, c'est là-dessus qu'il peut fédérer. Il peut fédérer là-dessus. Le mal est déjà fait, moi je vous le dis. Le mal est déjà fait au sein d'adhérents et LR. Je sais pas, vous êtes Madame Irma. Non, mais je le pense. Moi, je croise beaucoup d'adhérents LR qui nous disent, nous aujourd'hui... on peut pas cautionner quelqu'un qui a craché dans la soupe pendant des années. Il y a un moment, il faut avancer aussi et se dire que si c'est lui qui a le plus de chances de gagner. Oui, mais Valérie Pécresse, elle, depuis le début, elle dit moi, je me soumettrai, je ferai comme les adhérents. Et d'ailleurs, ils vont tous devoir adhérer. Ça, c'est ça. Moi, je voudrais juste être une petite souris pour voir le moment de l'adhésion de chacun. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Devoir faire un chèque, alors ça fait des mois et des mois qu'ils disent qu'ils veulent pas. Là, moi, j'adore ce moment-là. Qu'est-ce qui peut... Enfin, on va pas non plus jouer à Madame Irma, mais quand même supposer, qu'est-ce qu'on peut faire s'il perd Xavier Bertrand? Il a quand même dit, s'il se soumet aux lois du Congrès, là je reprends ce que dit Patricia, une sorte de mini-primaire fermée, c'est Emmanuel Jospin en 95, c'est voilà, le perdant a perdu, et ça sera une autre candidate. Je pense qu'il va pas... Je ne vois pas maintenir sa candidature. Il l'a laissé entendre. C'est vrai que c'est un risque, mais je pense que c'est un risque calculé, mesuré, compte tenu de l'état assez, je dirais, fébrile du peuple de droite. Alors, Guy me dit, Darmanin, Philippe, Le Maire, ils avaient tous craché sur Macron, donc c'est quoi la cohérence? Pas tous de la même manière, mais c'est vrai qu'avant 2017... En politique, la cohérence et la trahison se côtoient. La cohérence, alors là, il y avait quand même une certaine cohérence quelque part, c'est-à-dire que quand Fillon s'est lancé dans la campagne, il y avait quand même un programme de droite assez centre-droit, libéral. Et c'est vrai que plus la campagne avançait,
plus il était sur une droite identitaire. On se rappelle de son discours du Trocadéro, avec l'éloge de la France des cathédrales, sans prendre un coup d'état des juges, etc. Et donc, effectivement, des gens comme Bruno Le Maire ou Édouard Philippe, qui sont jupéistes, très pro-européens, idéologiquement, ils étaient plus proches d'Emmanuel Macron, en fait. Quelque part, c'est logique. Ouais. En réalité, des gens comme Manuel Valls et Alain Juppé, ils sont plus proches l'un de l'autre que, par exemple, Juppé-Ciotti ou Valls-Hamon. Donc, c'est une recomposition qui, à l'époque, était tout à fait logique. Valérie a posé la vraie question. Qu'est-ce qui se passe après pour Xavier Bertrand s'il perd ? Parce que il avait dit que s'il perdait l'élection présidentielle, de toute façon, sa vie politique s'arrêtait. Est-ce que là, sa vie politique s'arrête ? Par ailleurs, question, est-ce qu'il va y aller tout seul s'il perd ? C'était ma question. C'est ça, et je ne pense pas. Non. Ce serait suicidaire. Est-ce qu'ils peuvent proposer un ticket Pécresse-Bertrand ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. On est dans une logique de course interne. Donc, on n'imagine pas un des candidats jeter l'éponge avant le 4 décembre. Mais vous savez, on est quand même dans de l'inédit. Hein. Mettez-vous à la place d'un électeur de droite. En septembre-octobre 2016, tout était clair. Tout était balisé. On votait au mois de novembre pour un candidat, une candidate qui allait sûrement devenir président de la République. Là, un électeur de droite est quand même extrêmement fébrile, avec primaire, pas primaire, congrès, le 4 décembre, c'est quand même dans beaucoup de temps. C'est ça aussi l'état de la droite. Mais la question qui se pose aussi, je termine juste, pour Xavier Bertrand, c'est que 87 000 adhérents des LR ne font pas une élection présidentielle non plus. Non plus, ça c'est le problème du congrès ou d'une primaire. On se retrouve dans un tout petit instant. On va parler d'Emmanuel Macron maintenant. À tout de suite. Avec vous pour les débats, on est ensemble jusqu'à midi. Emmanuel Macron est-il en campagne ? Je mets un point d'interrogation. Il présente aujourd'hui son plan France 2030, un plan d'investissement de 30 à 50 milliards d'euros pour développer les technologies d'avenir, faire de la France un nouveau pays, redevenir un pays qui compte au niveau de l'industrie, hydrogène, semi-conducteurs ou encore batterie électrique. Il veut faire émerger les champions de demain face à la concurrence chinoise. Donc il se voit déjà en 2030. Ce sont des financements qui sont évidemment sur du long terme. Vous exclamez Patricia Balme pendant la pub, mais il est en campagne. Mais bien sûr qu'il est en campagne. Et il est en campagne depuis quelques mois déjà. Bon, je pense que le coup politique d'Édouard Philippe avec son horizon dimanche dernier a peut-être un peu galvanisé l'entourage du président de la République parce que on se rappelle quand même que Emmanuel Macron est arrivé un peu sur une trahison de François Hollande et à mon avis, il y a quand même une méfiance dans l'air. Donc, il a intérêt à accélérer ses propositions, sa campagne électorale, et véritablement, il est en campagne électorale. Il y a une chose qui m'a frappé, je fais juste un aparté. Dimanche, à l'heure où Édouard Philippe arrive en retard pour faire son grand discours, il y a au même moment Emmanuel Macron et Badinter sur l'abolition de la peine de mort. Ouais. Ce qui m'a beaucoup étonné, il y a deux possibilités. Ou bien ils ont décidé de couper l'herbe sous le pied à Édouard Philippe et toutes les chaînes ont arrêté le discours d'Édouard Philippe à 12h au moment où Emmanuel Macron arrivait avec Badinter et c'est un coup génial. Ou bien c'est du côté des équipes d'Édouard Philippe où on n'a pas regardé l'agenda en se disant il y avait ce jour-là la commémoration de la peine de mort et c'est un peu ça. Donc finalement, je pense que le président de la République, il est un peu sur un nuage, mais il y a quand même une inquiétude qui fait qu'il faut une accélération forcément. Forcément, oui. Alors, Lucas Jakubowicz. Non, mais juste pour dire que présenter un plan de relance, c'est pas forcément être en campagne. Il fait son travail de président. Tous les présidents mènent leur action jusqu'au bout. Alors après, 6 mois avant la présidentielle. Non, mais le plan de relance, la première phase du plan de relance avait été présentée il y a l'été dernier. Personne n'avait dit qu'il était déjà en campagne. Après. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arrêter de gouverner. Vous savez, quand vous êtes président sortant qui va sans doute se représenter, il n'est pas encore candidat, mais ça paraît certain, il y a des soucis. Tout le monde vous tape dessus. On se souvient du titre de l'Express en janvier 81, 9 candidats anti-Giscard. Oui, c'est le cas. Mais il y a aussi des avantages. On peut être président, candidat, président sans avoir l'air d'y toucher, qui se souvient de Mitterrand, candidat en 88, à peine 4 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, Sarkozy au début du mois de février ainsi que Jacques Chirac. Donc c'est un avantage pour un président sortant. Ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est l'articulation du duo bilan
projection. On a entendu les marcheurs, les ministres depuis le mois de septembre mettre le paquet, le MoDem aussi depuis 5 ans, ça va mieux sur le pouvoir d'achat. Et là, le président sait très bien qu'on ne peut pas gagner, on ne peut pas être réélu sur un bilan. On se souvient du bilan plutôt très bon dans les enquêtes d'opinion de Lionel Jospin en 2002. On sait comment ça s'est fini. On avait une croissance à 3 points. On avait un chômage en baisse d'1 million de personnes en à peine 5 ans. Mais il gagne sur une projection. Et c'est vrai, comme il l'a fait le 12 juillet, de projeter sur la France de 2030 avec cette question de l'industrie qui est au cœur de l'inquiétude des Français sur le déclin français, c'est plutôt bien joué. Oui, sauf que de le décréter, on voit qu'il y a un déclin et de dire on va devenir une nouvelle puissance industrielle. Oui, c'est performatif, mais en tout cas, c'est plutôt malin de ne pas rester que sur le bilan et de ne pas dire à gauche, c'est en fait la dispersion, à droite, on vient d'en parler, Valérie, c'est la difficulté, pour pas dire autre chose, continuer quand même à tracer son chemin. David Corcero. Merci pour cette bonne explication. Non, mais c'est tout à fait juste, mais il faut rajouter un élément important. Il faut reprendre le contexte. La crise de 2008 était une crise importante. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Nicolas Sarkozy a fait le travail, a sauvé le revenu des ménages, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays européens ? Après cette crise-là, il y a eu un plan massif d'investissement des États-Unis sur les hautes technologies. Et c'est ce qui a fait que la France a pris beaucoup de retard. Et aujourd'hui, après cette crise sanitaire, on a soutenu les ménages, on a soutenu les entreprises, on est obligé d'aller chercher dans les horizons de 2030 un investissement massif sur le numérique, l'industrie verte, les biotechnologies et l'agriculture. C'est obligé pour maintenir la puissance économique de la France, il nous faut investir. C'est aussi ça qu'on vient mesurer, parce que vous avez pu voir ce qui s'est passé. Que ne l'a-t-on fait avant ? Que l'a-t-on fait avant, mais oui. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, on sait que c'est derrière une crise qu'il faut relancer. Je vous rappelle que le schéma qui était 2017-2018, on n'était pas dans une crise, c'était totalement différent. Là, aujourd'hui, je vais juste finir, après je vous laisse la parole. Ce qui est important, c'est vraiment ce qui s'est passé en 2008. Regardez bien comment la France, elle a décroché sur les hautes technologies rapidement, parce que les entreprises n'ont pas été assez soutenues ou n'ont pas eu assez de moyens pour aller chercher de nouvelles technologies. Et je rappelle que dans ce plan de 2030, c'est essentiellement des nouvelles technologies, le nucléaire, l'automobile, l'énergie verte, l'hydraulique, et si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça l'ambition de 2030. Oui, alors attendez, Lucas. Non, juste pour souligner une petite chose, tout le monde dit voilà, c'est Macron qui débloque 30 milliards d'euros. En réalité, ça vient de l'Union européenne. Et le générateur finalement de ces dépenses, c'est la dernière Commission européenne qui a fusionné les postes de commissaire européen au numérique, à l'industrie et au commerce. Aujourd'hui, c'est piloté par Thierry Breton qui met en place une stratégie au niveau continental, au niveau de l'Europe des 27, pour effectivement rattraper le retard qu'on a sur les GAFA et sur les BATX. Les sous viennent en major. C'est les Chinois. C'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une souveraineté européenne. Chaque État européen met en place ses plans. Alors la France, effectivement, on mise beaucoup sur l'industrie verte, sur les biotechnologies, sur l'hydrogène. L'Allemagne va plus miser sur la 4G. Mais l'idée, c'est d'avoir des champions européens de la data, du digital, pour maintenir un semblant de souveraineté. Et ça, tous les dirigeants européens sont diapason là-dessus, Macron comme les autres. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est en pré-campagne, mais le prochain gouvernement allemand va faire exactement pareil. En Italie, ils font pareil. Avoir un peu d'ambition pour la France, c'est bien, moi je trouve. Moi, j'ai trouvé la démonstration de David Corcero absolument formidable, parfaite, juste et cohérente. Simplement, vous parlez aux Français de 2030, à 6 mois d'une élection et à un début de campagne électorale. Mais les Français n'adhéreront pas et s'en fichent. On parle de baisser le chauffage. Aujourd'hui, on parle de baisser le chauffage. Le pouvoir d'achat sera au cœur de l'élection et de la campagne électorale. C'est pour ça que je dis simplement, il y a pour moi un décalage entre le fait d'évoquer 2030 et les problèmes d'aujourd'hui. Et en termes de communication politique, je pense que c'est pas tout à fait bien choisi. Alors, moi, je veux dire qu'il n'y a jamais de bon moment. Si vous regardez, non, mais vous êtes d'accord avec moi. Donc en fin de compte, il n'y a jamais de bon moment pour annoncer les choses. J'entends ce que vous dites, mais là il y a de vraies préoccupations de quotidien des Français. Et simplement la date de 2030 est pour moi un chiffre qui, par rapport aux Français, ne leur parle pas. J'entends parfaitement ce que vous dites sur cette projection de 2030. Sauf que vous savez très bien qu'aujourd'hui,
un investissement se mesure dans le temps. Et le fait d'avoir une projection dans le temps, je l'entends. Et moi, Puisqu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui d'avoir moins de coûts énergétiques, mais pour avoir moins de coûts énergétiques, il faut automatiquement investir dans le temps. Non, mais je parle de ce que vous dites, mais je partage aussi ce que dit Patricia. Je fais une synthèse mitterrandienne, si je puis dire. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une élection présidentielle? C'est 3 choses. On est à 5 mois et 28 jours du premier tour. C'est d'abord une incarnation, une personnalité qui rencontre les Français. C'est un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait comme président? Qu'est-ce que j'ai fait comme président des Hauts-de-France, de la région d'Île-de-France? En quoi j'ai une crédibilité? Et c'est une projection. Il faut un alliage des 3. J'entends ce que dit Patricia. 2030, c'est loin. Mais si Emmanuel Macron reste seulement sur son bilan, il prête le flanc à des discours. Oui, il dit que le pouvoir d'achat augmente et il y a la question du chômage de l'énergie et il devient l'homme à battre. Qu'est-ce qu'avait fait Mitterrand? Reprenons des vieilles élections présidentielles en 88, c'était la projection sur l'acte unique européen, mais c'était du court terme, c'était 92. Il faut faire diversion. Non, c'est pas faire diversion, mais les Français, pourquoi croient-ils encore malgré tout à ce qu'on appelle la magie présidentielle? Il y a un livre de Guylaine au Danemark qui s'appelle Le Poison présidentiel qui date d'une dizaine d'années, qui est absolument passionnant, qui montre que si on reste trop sur les sujets du court terme, c'est dangereux pour le candidat sortant et ça fait manquer de souffle à une élection présidentielle. En 2017, quand même, on a eu des projections, les jours heureux de Jean-Luc Mélenchon, et, Emmanuel Macron, le retour à l'ordre pour Marine Le Pen. Il doit, je dirais, gérer ces 2 contraintes. Une question pour vous, Lucas. Qui paie les subventions européennes? Comment l'UE produit son argent? Expliquez-nous ça. Vous avez dit que c'était l'Union européenne qui finançait... C'est nous tous. C'est nous, c'est tous les pays, c'est au prorata de la richesse. Plus le pays a un PIB important, plus les contributeurs. Donc il y a des pays, alors c'est rigolo, il y a des pays qui ne sont pas contributeurs comme la Pologne ou la Hongrie qui vont cracher sur les institutions européennes alors qu'ils sont financés par des pays comme la France ou comme l'Allemagne. Après, je crois, alors je sais, j'ai pas tous les détails, mais il me semble qu'il y a eu un emprunt aussi pour ce plan de relance. Voilà, il y a l'idée aussi de créer, mais pour l'instant ça n'a pas été encore mis en place, des taxes, notamment sur les GAFA, justement, qui entre guillemets, pillent les données européennes dans certains pays. Mais ça n'a pas été encore mis en place. Ce que vous dites, Frédéric, est sur la nécessité d'avancer, de parler d'avenir. Mais je vois, Stéphane nous dit comment prévoir le futur quand les bases du présent sont déjà mauvaises. C'est se tirer une balle dans le pied. Et surtout, un autre auditeur nous dit, une auditrice plutôt, nous dit la préoccupation des Français, l'augmentation du gaz, le carburant qui flambe, etc. C'est ce que je disais. Non, mais donc votre démonstration... Politiquement, elle tient, sauf que dans l'opinion publique, c'est de se dire d'accord, ok, mais c'est dans 20 ans. C'est une question de nuance. On ne peut pas dire, même si les réponses sont jugées insuffisantes, que le gouvernement n'a pas pris la parole sur la question de l'augmentation des prix de l'énergie. Il y a eu une intervention télévisée au journal télévisé de Jean Castex, mais bien sûr qu'il y a une insatisfaction là-dessus. Et là où je vois, effectivement, un signal faible de danger pour le gouvernement et donc pour le futur candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron, c'est la montée en flèche de la thématique pouvoir d'achat. Alors que traditionnellement, vous le disiez, Patricia, traditionnellement, en période de crise, prenons 2011-2012, le pouvoir d'achat est très relégué derrière les questions de chômage. Et là, on est dans une période, c'était le cas fin août, mais ça s'est, à mon avis, aggravé, ça s'est accentué, qu'à 6 mois du vote, on a un triptyque chômage, pouvoir d'achat, environnement, climat, qui est quasiment au même niveau. C'est assez inédit à 6 mois d'une élection présidentielle. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour continuer ces débats. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On avait beaucoup de sujets aujourd'hui. On peut peut-être en parler de la précarité énergétique. C'est un baromètre du médiateur de l'énergie. Donc le baromètre 2021, 60% des Français déclarent avoir réduit le chauffage chez eux pour ne pas avoir de facture trop élevée. C'est 7% de plus que l'année dernière. Évidemment, les prix de l'énergie explosent. C'est mondial, c'est ce que me dit un auditeur, effectivement. Mais un ménage sur 5 déclare avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures dans son logement. Et là aussi, c'est 6 points de plus qu'en 2020. Évidemment, il y a les problèmes d'isolation, il y a des difficultés financières, il y a l'hiver qui peut être plus ou moins rigoureux. Mais c'est vrai que 79%
38% déclarent que les factures d'énergie représentent aujourd'hui une part importante des dépenses de leur foyer. Et là aussi, c'est 8 points de plus que l'an dernier. Alors, est-ce que c'est une préoccupation, Frédéric Dabi? Oui, parce que ça touche le pouvoir d'achat. Et on en parlait juste avant la publicité. C'est un sujet qui monte en flèche dans les préoccupations des Français. Ça peut même être le premier sujet d'une campagne présidentielle. C'était le cas en 2007. Alors, oui, ça serait quelque chose. Exactement. Et ça avait permis à Nicolas Sarkozy de déployer le travailler plus pour gagner plus, par rapport auquel il n'a pas tenu ses promesses. Et c'est un des facteurs majeurs de sa défaite 5 ans après. Et puis, c'est un sujet sans aucun mauvais jeu de mots, inflammable. Qu'est-ce qui a mobilisé les Gilets jaunes? C'est des questions d'énergie, de carburant. Donc, c'est des sujets qui sont très surveillés parce qu'on a une opinion publique qui peut être éruptive, même si traditionnellement, mais maintenant la tradition n'existe plus. 6 mois avant une élection présidentielle, il y a rarement des mouvements sociaux d'ampleur parce qu'on se dit le réceptacle du mécontentement, ça sera le vote le 10 avril prochain. Mais compte tenu de l'abstention massive, compte tenu de la logique croissante d'inutilité, de vanité du vote, voter c'est vain, voter ça ne change pas ma vie, peut-être un mouvement social ou peut-être un sujet qui va électriser une partie des Français. Oui, Lucas Jakubovic. Moi, ce que je trouve assez stupéfiant, c'est pour revenir au niveau politique, c'est que c'est vraiment une question du pouvoir d'achat. Oui. Ça touche les plus démunis. Mais pas ça, que, les classes moyennes les aussi. Classes moyennes, ça touche tout le monde et ça devrait être du pain béni pour la gauche. Ouais. Et en fait, la gauche n'en profite pas. Elle n'a jamais été aussi faible dans les sondages. Alors, peut-être parce qu'ils ont mis trop le paquet sur des questions sociétales plus que sociales, peut-être parce qu'ils sont devenus inaudibles sur le social. Mais je ne comprends pas pourquoi la gauche n'en bénéficie pas, d'autant plus qu'ils font des propositions, par exemple les Verts avec l'isolation obligatoire des logements les plus vétustes, etc. Mais ça décolle pas. Mais la droite pourrait en bénéficier aussi. Simplement, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a eu comme spectacle? On a eu un spectacle à gauche de concurrence entre des candidats Mélenchon qui essaye de se placer et Hidalgo et les autres, et il n'y a pas de gauche rassemblée. À droite, pareil, il y a eu un problème de personne. Où est le travail programmatique? Quelle est l'offre programmatique? Il n'y en a pas. Alors, maintenant qu'Emmanuel Macron aille sur 2030, c'est bien, mais je reviens là-dessus. Moi, j'ai vu un reportage hier d'une femme qui a 2 enfants, qui doit les nourrir, qui gagne moins de 1 500 € par mois, et bien moins que 1 500 € par mois, et qui compte les centimes dans les supermarchés. Et je pense que le président de la République a un boulevard pour s'emparer de ça pour les 6 prochains mois. Et il peut gagner sur ce thème en faisant des propositions claires sur le pouvoir d'achat. Parce qu'il y a un vide à gauche et un vide à droite sur ce sujet. Il y a Sylvie qui nous dit on va dormir avec des chaussettes cet hiver, et Xavier qui me dit bonjour, moi je ne chauffe plus malgré des problèmes d'isolation de l'appartement, je reste vêtu comme dehors avec un manteau et j'empile les couvertures sur le lit. Alors il habite certes à Perpignan où il fait moins froid, mais même malgré tout, de la France, on parle de la France qui était la 5e puissance mondiale. Alors, ça me fait effectivement sourire le décalage encore une fois entre ce sujet et le discours qu'est en train de tenir Emmanuel Macron en ce moment. Nous devons avoir l'objectif d'avoir au moins 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques, dont celles liées à l'âge, et de créer des dispositifs médicaux. 8e objectif, c'est placer la France en tête de la protection des contenus culturels et créatifs. Tous les grands pays construisent de grands studios. Nous devons être de la partie. Oui, il faut avoir de l'ambition pour la France, mais là aujourd'hui, c'est... Alors, je vais être quand même un peu moins sévère que vous. La question de la santé, ce qu'il a dit sur le cancer, c'est pas un sujet qui intéresse pas les Français. Je vous rappellerai notre baromètre de rentrée sur les sujets prioritaires, et je fais le lien avec ce qu'a dit Lucas. C'est vrai que c'est incroyable quand on regarde les 2 premiers sujets, santé, éducation. Et la santé, c'était préexistant au Covid. Ça fait maintenant 3 ans que la santé est le premier enjeu, à cause de l'accès aux soins, à cause de la question des remboursements. Ça serait du pain béni pour une offre de gauche. Cette offre de gauche, c'est pour l'instant inaudible. N'oublions pas que la campagne, c'est un moment de très grande attention des Français, où peut-être quelque chose pourrait se produire pour Mélenchon, pour Hidalgo, pour Jadot, ou pour Fabien Roussel, ou même pour Arnaud Montebourg. Mais c'est vrai qu'il y a un risque par rapport à un discours qui est sur une dimension macroéconomique, de manière très générale, que ces sujets micro du quotidien remontent et donnent le sentiment d'une certaine déconnexion. Oui. Alors, Lucas, ce sentiment de déconnexion, on peut tout à fait le comprendre, Frédéric. Après, je pense qu'il est lié aussi aux institutions de la Ve République, où on a un président qui va vraiment donner le cap sur les années à venir. Mitterrand le faisait, Chirac le faisait, Sarkozy le faisait pas, c'était le seul. Et finalement, entre guillemets, la gestion
du temps court et des enjeux microéconomiques, pouvoir d'achat qui sont très importants, c'est traditionnellement le travail du Premier ministre. Là, il y a une répartition des tâches finalement. On est dans une logique 5e République. Mais et la question c'est est-ce qu'un président de la République va être forcément obligé de s'exprimer sur le prix du gaz ou du chauffage et sur des mesures d'aide, ou est-ce que c'est le travail du Premier ministre ? Oui, sauf qu'il n'y a personne qui parle. Là, il y a eu Jean Castex, finalement, qui a en parler. Oui, mais là, il y a visiblement un décalage entre la réponse apportée et le ressenti des Français. Alors, David Corcero, moi, je veux juste qu'on arrive à comprendre, parce qu'il y a deux vecteurs. Il y a le prix du gaz, c'est important, et là, il faut que ce soit très clair, le gouvernement n'a aucun moyen d'agir sur le prix du gaz, parce que c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, il y a une énorme demande asiatique, et c'est ce qui fait que le prix augmente, et il y a la reprise après pour Covid. Ça, c'est le premier point. Où on a un vrai pouvoir, et on peut faire les choses, c'est sur le prix de l'électricité. Et là, effectivement, c'est en Europe que ça se joue, puisque c'est là où le prix de l'électricité est basé sur un pondéré du gaz. Et c'est là où ça va pas. C'est qu'on arrive à quelque chose, à une aberration. Je sais que Bruno Le Maire a eu une réunion il y a quelques jours pour essayer de s'emparer du sujet et de faire comprendre à l'Europe qu'il fallait revoir ce système. Mais ça, c'est un vrai sujet. Vous savez que, pour les plus fragiles, il y a eu un chèque d'électricité, de gaz qui a été donné. On essaye, je ne vais pas vous dire qu'on essaye de combler et on travaille sur le sujet, mais c'est une compétence européenne où là, on est attelé à la décision européenne. Pourquoi Éric Zemmour est monté dans les sondages de cette façon ? On n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Non, mais pardon, je fais juste une petite parenthèse. Pourquoi ? Parce qu'il est allé sur les sujets qui préoccupent les Français. Et quand il parle d'immigration, qu'est-ce qu'il dit aux Français ? Il dit, oui, parce qu'on donne aux autres ce qu'on ne vous donne pas à vous. Et ça marche. Alors, c'est totalement, comment dirais-je Pardon. Oui, c'est du concret. C'est du concret. Et les Français entendent ce discours. Oui, mais sauf que c'est quoi sa solution ? Qu'est-ce qu'il propose ? Mais je suis d'accord avec vous. Et donc justement, je suis entièrement d'accord avec vous. Seulement, il s'est emparé d'un sujet dont personne ne s'est emparé, ni à droite, ni à gauche, ni le président de la République. Et c'est ça le problème. Actuellement, je travaille sur une mission sur la précarité des étudiants et sur le logement. Si vous saviez, en audition, tout ce qu'on peut entendre sur le sujet. Et la vraie question, c'est que c'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui. C'est un sujet qui date d'il y a très longtemps. Et la vraie question, c'est qu'une nouvelle fois, quand on veut agir, il faut pouvoir taper fort et taper vite. Et aujourd'hui, taper fort, taper vite, c'est taper sur l'Europe parce que c'est l'Europe qui détient la clé de cette solution. J'entends bien ce que vous dites. Je dis simplement qu'il s'est emparé d'un sujet qui marche avec un argumentaire qui marche. C'est-à-dire, c'est très primaire ce qu'il dit. Il dit aux Français, on donne aux autres ce qu'on ne vous donne pas à vous. Oui, mais faire croire aux Français que si on votait Éric Zemmour, il n'y aurait plus d'étrangers après 2022, c'est une ânerie. Tomber dans ce panneau-là, c'est une ânerie. Dépasser les autres sur ce sujet-là. Il propose quelque chose alors qu'il y a un vide sidéral à droite et à gauche sur ce sujet. Bon. On ne mettra pas d'accord sur ça. Moi, ce qui me frappe quand on regarde la dynamique Zemmour, c'est vrai qu'on n'avait jamais vu sous la 5e République une personnalité non issue du sérail, non encore fait candidat, doubler son solde d'intention de vote en à peine un mois et demi. Il est passé chez nous dans les enquêtes fiduciales pour le Figaro, LCI ou Sud Radio de 7 à 14%. Moi, ce qui me frappe, c'est plutôt le constat. C'est que son constat match avec beaucoup de perceptions des Français, notamment sur le déclin. Notamment sur le déclin du pays. Mais l'élection, c'est dans presque 6 mois. Est-ce que la radicalité, est-ce que les solutions radicales tiennent sur le rang de la crédibilité ? Et est-ce que le pouvoir d'achat peut devenir le thème principal de préoccupation des Français ? On en a parlé avec Patricia et nos invités. Oui, c'est un sujet qui monte très très fortement, mais franchement, les Français, c'est ça la différence avec le décalage avec les médias, ne sont pas vraiment entrés en campagne présidentielle. C'est moins qu'on puisse dire. Et Éric Zemmour, il dit tout haut ce que Marine Le Pen pensait tout bas aussi. Donc ça l'aide. Oui, ça l'aide à exister. Il y a un côté Le Pen père, il y a un côté cash, et il y a un côté décalage par rapport aux stéréotypes traditionnels du personnel politique. Quand les Français vont entendre ce que dit Emmanuel Macron, ils doivent écouter en ce moment. Emmanuel Macron appelle à investir dans une alimentation saine, durable et traçable. Il annonce des investissements dans la robotique agricole,
nous ne pouvons pas penser la France de 2030 sans prendre part à la nouvelle aventure spatiale ou investir des champs de fonds sous-marins. Enfin, moi, je veux bien, mais on a Sylvie qui nous dit l'essence chez moi, elle est à 1,70. Donc, il y a un vrai décalage de discours. Et j'entends ce que disait Lucas tout à l'heure. Il y a le Premier ministre, il y a le Président. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce que ce discours-là est audible? On continuerait, mais je vais me faire tirer les oreilles par André Berkoff. Je vous rappelle que quand on a eu la première crise économique et le premier choc pétrolier, à l'époque, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Il n'a pratiquement rien dit dessus. Absolument. Et c'était le Premier ministre qui montait au créneau. Oui, il a perdu, mais Mitterrand n'a jamais rien dit aussi sur ces sujets. Il envoyait ses premiers ministres et ses ministres sur le terrain. C'est la pub, on va se faire gronder. Pardon, André Berkoff qui arrive tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite.